Je suis sortie de là et j'étais paumée. Et donc, je suis partie en Asie. Je cherche un emploi et puis je tombe sur Tour Leader. Je me dis, c'est quoi ce truc et tout. Et là, je vois la description. Je me dis, mais c'est moi. Ça me reconstruit dans le côté, j'ai besoin de faire ce genre de métier pour me prouver à moi-même des choses, peut-être. Je me sens toujours en décalage avec mes amis, par exemple. En fait, j'arrive pas encore à trouver un équilibre. Dans cet épisode, je discute avec Angèle. À la suite d'un grand voyage, Angèle a décidé de changer de vie. Elle nous raconte son quotidien de slasheuse entre ses deux métiers, tour leader et voix off, et nous partage comment elle a vécu son passage à la trentaine, entre exploration, choix de carrière et pression sociale. Bienvenue sur Enquête, épisode spécial, passage à la trentaine. Enquête, c'est un podcast où l'on s'interroge sur nos choix de vie, nos carrières, nos priorités et ce qui les régit. Je suis Désirée, je viens d'avoir 30 ans et ce passage m'a bousculée bien plus que je ne l'imaginais. Pour y voir plus clair, j'échange avec celles et ceux qui, comme moi, ont osé changer à ce moment-là. Si la trentaine est venue vous chambouler et que vous êtes en quête d'aspiration, alors bienvenue sur Enquête, épisode spécial passage à la trentaine. Bonjour Angèle. Salut. Alors Angèle, je commence souvent le podcast par la même question. Cette fois, on va un petit peu l'adapter puisqu'on est dans la saison un peu spéciale du passage à la trentaine. Et du coup, je vais adapter cette question. Est-ce que toi, aujourd'hui, dans ta vie, pro, perso, est-ce que tu te considères toujours à ta place en ayant en tête que tu viens de passer le gros cap de la trentaine ? Cette question. Écoute, ouais, j'ai envie de te dire, c'est un peu bizarre, mais moi je m'attendais pas forcément à dire ça, mais je me sens à ma place. Peut-être que je suis assez exigeante en ce moment à trouver encore plus ma place. J'ai souvent en fait tu vois, cette sensation que je suis à ma place, mais parfois on m'attend un peu ailleurs. J'ai toujours l'impression que y a mieux. C'est peut-être ce côté un peu perfectionniste qu'on a. Ah oui, je fais ça, mais en fait, j'ai l'impression que je pourrais faire mieux, encore mieux, ou plus comme telle ou telle personne, parce qu'on commence à se comparer beaucoup. Donc, j'essaie de revenir moi-même en me disant, ok, tranquille, tu n'as que 30 ans. Ouais. Tu viens d'avoir 30 ans. Donc oui, pour répondre à ta question, je suis à ma place, mais je pense que je suis encore en quête de qui je suis. Parce qu'on n'est qu'au début de notre vie, en fait. J'ai pas du tout l'impression que je vais... j'ai cette impression que ça va encore bouger. Mais tu sais, c'est une intuition que t'as. Ouais. Je sais pas si ça va se révéler, mais je fais un métier qui m'épanouit beaucoup. Et j'aurais jamais pensé faire ce métier à l'époque. Je suis donc accompagnatrice de voyage, tour leader. Je dis pas que je suis guide, parce que je n'ai pas de carte de guide. Ok. Je suis arrivée dans ce boulot complètement par hasard. Si tu m'avais dit à 5 ans, Angèle, tu vas devenir accompagnatrice de voyage, je t'aurais pas cru. Ok. Et en fait, c'est un boulot qui me permet d'être constamment avec des gens, de voyager en France pour le moment. Et surtout d'être... Il y a un côté accompagnant, il y a un côté un peu artiste, parce que du coup, tu crées tes tours, même si tu as des plannings, t'es quand même un peu le centre de l'attention. Les voyageurs qui ceux qui voyagent avec moi, ils te regardent tout le temps. C'est toi qui dois faire le show, c'est toi qui dois être le boss. Donc ça me plaît beaucoup. Et puis j'ai l'impression que mes journées ne se ressemblent pas. Du coup, aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur. Ok. Et donc une journée type alors, justement, tu disais... Mes journées se ressemblent pas. Ouais, alors en fait, je pars en Normandie avec des Américains qui ont entre 60 et 90 ans. Il faut le mentionner quand même. Et c'est des gens qui viennent de partout aux États-Unis. Voilà. J'ai une dizaine de personnes au départ de Paris ou Fontainebleau, ça dépend. Et ensuite, on a un minibus en fait avec nous pendant une semaine. Donc un voyage organisé en fait. Ouais, exactement. Ouais, okay. Et moi, mon rôle, c'est vraiment de les accompagner, de faire les réservations resto, de faire en sorte que ils passent des bons moments, de leur montrer, de leur partager des histoires, parce que du coup, c'est sur la Seconde Guerre mondiale. On prend le bus de Fontainebleau pour aller à Bayeux, là où se trouvent donc les plages de débarquement. Donc c'est assez incroyable.
incroyable parce qu'ils sont très touchés. En fait, ils viennent des États-Unis pour voir. Oui. Parfois, tu as des enfants de vétérans ou carrément des vétérans qui viennent. Donc, c'est passionnant. Et moi, je raconte des histoires sur mes arrière-grands-parents qui ont été résistants. Donc, il y a aussi beaucoup... C'est un métier qui a du sens. Parce que du coup, ça... Indirectement, je parle de ma famille, alors que j'ai pas connu mes arrière-grands-parents. Je parle d'eux à des gens que je connais pas. Ouais. Il y a un côté très transmission. Ouais, il y a un côté transmission. Exactement. Et ça vient peut-être avec une des questions que je voulais te poser, qui est, toi, pourquoi finalement c'est ça qui te plaît aujourd'hui ? Ça me plaît parce que je pense que j'ai réalisé il y a pas longtemps que j'étais une personne qui avait besoin d'être en mouvement. Être derrière un bureau toute la journée, en fait, je l'ai fait. Je l'ai fait longtemps. Et en fait, je tiens pas en place. Ouais. Je m'ennuie. Je pense que je me demande si j'ai pas un petit trouble de l'attention, mais j'ai pas trop envie de me diagnostiquer, tu vois, voilà. Mais je me demande s'il y a pas un petit truc comme ça quand même chez moi qui fait que en fait, je m'ennuie tout le temps, très vite, et j'ai besoin de faire plein de jobs à la fois, parce que on peut en parler après, mais je fais pas que ça. Et je dirais que oui, c'est un métier qui m'épanouit parce qu'il y a du contact humain, en fait, tout le temps. Et que ça se ressemble pas en fonction des gens que tu rencontres. Ouais, exactement. Et je fais que improviser. Et Ok. me suradapter aussi. C'est un métier de suradaptation, clairement, parce que tu t'adaptes au voyageur qui est devant toi. Ouais. Donc, ça te permet aussi dans la vie de tous les jours, à gérer des situations compliquées. Tu te dis, ah ouais, ok, j'ai fait ça, donc je suis capable de ça. Ça m'a beaucoup aidée dans ma vie. Et puis, je pense que c'est un métier aussi que je fais peut-être pour me soigner, je dirais. J'ai toujours été une petite fille, tu vois, un peu dans l'ombre. Ma sœur, elle est comédienne, par exemple. Ok. Voilà, et en fait, chez moi, c'était tout le temps mon père et ma sœur qui étaient très... voilà, toujours sur le devant de la scène. Et moi, j'étais plutôt en Cachée, retrait. ouais. Toujours plutôt celle qui rigole, voilà, celle qui est un peu spectatrice. Et je pense que j'ai toujours eu ce petit côté en moi. Je faisais beaucoup de théâtre, tu vois. Ce petit côté, j'ai envie un peu d'être sur la scène, mais j'osais pas trop. Et je dis pas que mon métier, je ne fais pas du théâtre, mais ça me permet d'être un peu devant. Et de reprendre ta place. Ouais, et de reprendre ma place, c'est exactement ça. Exactement ça. Et ça me fait du bien. Et ça, tu l'as découvert comment ? J'ai une psy. Ok. C'est important pour moi d'être suivie. Et je pense que c'est le travail que j'ai fait. Et puis peut-être une réalisation aussi au bout d'un moment de se dire, en fait... moi aussi, j'ai ma place. Moi aussi, je suis rigolote. Moi aussi, j'ai des trucs à montrer. Je suis pas obligée de faire un métier que dans l'ombre, en fait. Tu nous disais qu'à côté, tu fais d'autres choses. Ouais. Alors, quelles sont ces autres choses ? J'ai un bac+5 en audiovisuel. Ok. Donc, je me suis retrouvée un peu par hasard dans la prod. Donc, tout ce qui est faire les contrats, plus dans le côté d'ailleurs cinéma et télé. J'ai fait beaucoup de stages voilà, en télé, un peu en documentaire. Je me suis rendu compte très vite que c'était beaucoup de paperasse. Et moi, ce que j'aime, c'est le côté artistique, mais j'aimais pas le côté les contrats, les devis, et puis j'arrivais pas à le faire en fait. Ouais. Je faisais pas exprès, c'était vraiment que je voyais le truc et je n'ai rejet. Je n'ai pas de logique. Ouais. Dès que c'est administratif, ça me fait peur. Donc j'ai fait ça pendant longtemps. Je me suis retrouvée à travailler aussi en assistante de prod. Mon premier job, c'était ça pendant 8 mois. Et ensuite, ma boss m'avait dit d'ailleurs, bon Angèle, t'as fait un super boulot. Tu sais, au moment où tu pars là. Ouais. Et il m'avait dit, t'es super sympa, tu fais du bon boulot côté artistique, mais vraiment la prod, vraiment fait autre chose. Okay. Quoi. Il m'avait dit, va, je pense que tu serais quelqu'un... Tu devrais faire quelque chose de plus artistique. Et j'étais d'accord avec ça. Et j'ai trouvé ça d'ailleurs très humain et très sympa de me le dire. De le dire, ouais. Professionnel, tu vois. Je suis sortie de là et j'étais paumée. Et donc, je suis partie en Asie. Un peu cliché voilà, je cherche qui je suis, je pars en voyage. Et en revenant, je suis tombée sur le métier de tour leader, du coup. En fait, à côté, j'ai commencé à développer des podcasts, mais plus côté voyage, donc les voyages solo, etc. Et j'ai adoré prêter ma voix
derrière un micro. Et un jour, je tombe sur une formation voix off. Donc, je me dis, bon, ok, trop bien, peut-être qu'il y a un truc. Moi, j'avais dans un coin de ma tête l'idée de devenir animatrice radio. Finalement, j'ai pas été prise au concours. C'était un espèce de concours, une formation, voilà. Et donc, j'ai retrouvé une autre formation en voix off. Et j'ai essayé. Un peu par hasard. On ne sait pas si les choses, elles arrivent pas, vraiment par hasard. Mais il y avait un truc avec la voix qui me plaisait. Puis tu disais reprendre ta place tout à l'heure. Je pense que la voix off, c'est un peu thérapeutique. Hein. Parce que j'ai toujours été une fille aussi très... Ça se voit pas forcément aujourd'hui, mais très, très timide, très mal dans sa peau. Et j'avais du mal à parler. Enfin, voilà, je parlais jamais, en fait, quand j'étais plus jeune. À l'école, j'ai vécu de l'humiliation, des choses comme ça. Donc, du coup, pour moi, c'était thérapeutique aussi, finalement, de faire de la voix. Prendre sa place, sa voix, trouver sa voix. Et donc, je fais ça à côté de la voix off. Je n'en vis pas. Je préfère être honnête. Parce que... C'est un métier compliqué. C'est compliqué parce que je pense que je suis arrivée trop tard dans le marché. Ça fait 5 ans vraiment. Je fais des petits trucs. Je travaille avec quelques petits studios, mais pas assez pour en vivre. Et je pense aussi que mon métier de guide, de tour leader, ne me permet pas de me mettre complètement à fond dans la voix off, malheureusement. Mais t'aimerais te mettre à fond dans la voix off ou pas ? Oui, beaucoup. Sauf que je suis passionnée aussi par mon autre job. Oui. Et sinon, je dors plus et je fais ça matin, midi, soir. Mais en fait, j'arrive pas encore à trouver un équilibre là pour le moment. Toi, t'assumes pas le fait d'être... ça porte un mot, tu sais, quand t'as 2 jobs slasher. Slasher, oui. Et donc, toi, finalement, c'est cet équilibre-là, d'avoir ces 2 jobs-là, ça te correspond pas forcément. T'aimerais te mettre à fond dans un seul projet, la voix off. J'aimerais, et à la fois, je trouve que c'est pas sécurisant du tout. Aujourd'hui, à l'ère où l'IA prend beaucoup de place, j'ai des copains, copines, voix off qui travaillent moins. Aujourd'hui, même les gens que je rencontre me disent qu'ils sont là depuis 20 ans, lâche pas ton métier à côté. Moi, on m'a fait beaucoup de compliments en disant, lâche pas là-dedans, puis je me considère comme une personne pro, mais j'ai travaillé aussi pour devenir voix off, j'ai investi dans les formations, je me suis remise au théâtre, voilà, j'ai beaucoup investi, j'ai failli arrêter un nombre de fois, incalculable, mais aujourd'hui je le prends plus comme un hobby, plus, ça marche trop bien, ça marche pas, je suis un peu triste, mais à la fois j'ai besoin de faire 2 jobs à la fois pour quand même gagner de l'argent, gagner ma vie, payer son loyer, enfin voilà. Mais oui, si tu devais me dire peut-être que je te dirais, allez, viens, tour leader, est-ce que je peux arrêter pendant 1 an ? Je me fais que de la voix off et j'essaye. Et peut-être que je gagnerais même mieux ma vie, tu vois. Mais à la fois, j'ai besoin d'être en contact avec des gens, parce que la voix off, t'es derrière ton ordinateur Exactement, toute ce la que journée. j'allais dire. Comme tu disais, je veux pas être derrière un bureau. Peut-être que tu le vis aussi en tant que podcasteuse, de tout le temps derrière ton ordinateur, voilà, enfin, c'est quand même... Effectivement, heureusement qu'il y a les interviews qui font un peu, qu'il y a du contact et que tu y réfléchis, mais c'est vrai que c'est des métiers qui sont... tu fais beaucoup de montage en parallèle et ça peut être un peu enfermant, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'il me... Et puis, bon, on va pas se mentir, c'est sympa quand même de voyager. Gratuitement. Ça te permet, du coup, ce job de tour leader, ça te permet de voyager. Oui, en France pour le moment et tout, mais là, donc tu découvres de nouveaux endroits. Maintenant je connais bien la Normandie, c'est bon, hein, mais là cette année je commence un tour en Provence. Je connais rien, je sais pas toi, mais moi Aix-en-Provence je suis jamais allée. Ah mais moi je suis du sud. Ah voilà. Tu pourras peut-être m'aider. Je pourrais te donner c'est une très belle région d'ailleurs. Oui, je dois me reformer. Donc on est payé pour y aller, mais c'est vraiment du travail, on n'y va pas pour glander, tu vois, voilà. Et donc là je vais refaire des tours avec des Américains et vraiment pendant une semaine on fait en fait c'est vraiment des plannings très organisés que je suis pour leur faire voir le maximum de choses. Exactement. Mais du coup il y a un gros côté découverte pour toi aussi, je suppose. Mais je dois pas leur dire, tu vois, que c'est nouveau, c'est pour ça qu'il y a une petite formation, mais c'est assez petit comme formation, et ensuite ils arrivent et je dois transpirer la Provence. Bon, après, c'est très stressant. Il faut quand même gérer des gens qui ont payé qui mettent beaucoup d'argent dans des tours, qui attendent de toi quand même
un service quand même Oui, dédié. Ouais, Ah, en fait, dédié, irréprochable, je suppose. Ouais, voilà. Ouais. Mais après, j'essaye de me dire que je ne sauve pas des vies. Et ça m'aide beaucoup dans mon métier. Mm. Et bon, quand même, il ne faut pas quand même qu'il y ait d'accident parce que je suis responsable quand même de gens plutôt âgés parfois. Ça m'est arrivé d'avoir une dame de 90 ans qui marchait mais comme une dame de 50 ans. C'était assez incroyable. Donc tu vois quand même des gens très voilà, débrouillards et tout. Mais il faut faire très attention à ce qu'ils mangent, les allergies. Donc il y a quand même une responsabilité. Mm. Après, moi, je dis toujours... Parfois, je lâche prise et je me dis, il faut que j'ai du fun dans mon taf parce qu'en fait, s'ils voient que je suis stressée, ils vont être stressés. Ouais, et puis ils vont pas prendre Non. de plaisir. Mais c'est de l'acting. Vraiment, j'ai l'impression parfois d'être actrice. C'est vraiment ça. Ouais, intéressant. Sauf que j'ai pas de caméra qui me regarde Ouais. et personne n'est au courant. Mais, mais c'est ça, moi, ouais. Et c'est pour ça, peut-être, le côté thérapeutique, tu comprends Ça explique ouais, pas mal de choses là. Ouais, je pense que ça me reconstruit dans le côté, j'ai besoin de faire ce genre de métier pour me prouver à moi-même des choses, peut-être. Et puis parce qu'il y a une gratification, une reconnaissance directe. Énorme. À la fin de la semaine, quand on te remercie. Oui, il y a des tips, il y a des cartes. Voilà. J'ai des cartes, j'ai des Et petits peut-être mots. c'est de ça dont tu as besoin, toi. Ouais, moi j'ai beaucoup d'amour à la fin, mais je suis épuisée à la fin. Oui. J'ai donné de moi comme pas possible. Mmh. Mais à la fin, j'apprends tellement sur moi aussi. J'apprends à gérer les conflits, j'apprends à gérer... Enfin, tu vois, tu parles tout le temps devant des tas de gens toute la journée avec ton micro. Je fais un peu de voix off aussi devant eux. Mais du coup, je raconte des choses, j'apprends des choses. Et parfois, je raconte... Enfin, du coup, il faut que... Ça, il y a tout qui joue, en fait. Comment poser sa voix, comment comment faire pour qu'ils m'écoutent, trouver le bon moment pour leur parler, mais aussi... Oui, leur laisser le temps... Ça, suradaptation. C'est de la suradaptation constante. Donc, c'est pour ça que quand tu reviens, t'es épuisé, tu dors pendant une semaine, tu sais, c'est vraiment je le sens au fond de mon corps, enfin, de mon cœur, c'est vraiment ce côté, waouh, il y a du sens, quoi. Je rentre chez moi, je dis, je suis épuisée, mais il y a du sens, quoi. J'ai fait plaisir, parce que tu t'oublies pendant une semaine. Hein, oui. C'est... Tu nous disais, donc ce premier job finalement te convient pas dans l'audiovisuel. Comment est-ce que tu te rends compte qu'après tu veux aller vers le tour leader ? Qu'est-ce qui se passe un peu au milieu de tout ça ? En fait, j'ai fait mon bac plus 5 en audiovisuel et donc ça a été des années quand même assez géniales parce que j'étais en alternance, donc je travaillais pour une chaîne de télé. Je suis arrivée à un point où je me dis quand même, j'ai un bac plus 5, il faut quand même que je fasse au moins un an de vrai job. Et j'ai été prise pour être assistante de prod. Juste 8 mois, congé, remplacer quelqu'un qui était en congé. Et là, je suis partie à Bordeaux. Donc t'as j'ai déménagé, quitté Paris. Ouais. J'ai quitté Paris, je suis arrivée à Bordeaux, je connaissais personne. Je suis arrivée dans une coloc de 5 personnes. C'était un petit peu compliqué parce que aussi cette année-là, juste avant de commencer ce job-là, j'avais perdu mon papa. Donc là, j'avais 25 ans. Et ça a été très inattendu. Mon papa était malade depuis 2 ans. Ça a été assez inattendu. Et du coup, ça m'a... en fait, je pensais que ça allait m'aider de partir de Paris un peu, tu vois, d'aller à Bordeaux, de changer fuir de vie. un peu, changer de... Exactement. Et en fait, ça a été une année mais tellement horrible. Genre, rien n'allait. Enfin, je pense que déjà, j'allais mal. J'avais des problèmes de santé dans le sens où j'avais une aponeurosie plantaire. Je sais pas ce que c'est un truc de vieux en plus. Genre, je pouvais pas trop marcher. J'avais mal dès que je marchais au niveau de la voûte plantaire. La voûte plantaire. Et en fait, j'ai dû voir, je sais pas, une dizaine de médecins. Et en fait, je pense que c'était de suite au choc émotionnel que j'avais eu. De ton père, ouais, oui, ton corps qui parle. Mon corps, il a lâché complètement. J'étais trauma, quoi. Et en fait, Bordeaux m'a pas du tout aidée. J'étais dans une coloc toxique avec une fille qui prenait de la drogue, qui faisait des soirées jusqu'à 4h du matin en semaine. Elle était DJ. Donc moi, je bossais le lendemain à 8h. J'étais là, c'était invivable. Okay. Et puis j'étais en deuil. Et puis j'étais en boucle sur tout. J'étais mal, quoi. J'étais en dépression, je pense, clairement. Donc j'ai pas été très bien entourée. Je me suis pas fait des super copains. Donc c'était une année assez compliquée. Et du coup, à la fin de ce contrat, je suis rentrée à Paris. Mais
Je voyais bien que ça allait pas. Et en fait, moi, mon premier voyage, j'avais 20 ans, je suis partie en Australie. Donc, il y a pile 10 ans. J'étais jeune fille au père à l'époque et je m'étais Ah bah on a souvenue... un point commun. Ah J'étais ouais? jeune fille au père, ouais, à Londres, Ah, bah, pendant trop bien. 1 an, l'année de mes 19 à 20 ans. Waouh, t'as aimé? Ah ouais, j'ai adoré. Ouais, ouais. Bah, je pense que ces expériences, ça te marque quand même Mm. beaucoup. Ah, ça a été un Euh, tournant, moi, je pense, dans ma vie. Mais je Enfin, pense, ouais. Mais je pense que beaucoup de gens me disent ça. Et puis tu sais, c'était encore à l'époque où moi je partais, j'avais même pas pris mon tel. Je crois que j'avais cassé mon tel. oui, oui, Pas beaucoup grave, plus tu vois. insouciante Ouais. Et j'avais pas que Insta. d'ailleurs, Enfin, vrai. ouais, qu'aujourd'hui, à 30 ans. Ce qui est très triste. Enfin, Bah, quand je on fait trouve le bilan, que c'est un oui. peu triste de se dire Bah, ça. c'était d'ailleurs l'Australie 2016-2017. Pas beaucoup de gens y allaient, donc c'était quand même chouette. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et je me suis dit, j'aimerais bien l'Asie parce que je savais qu'il y avait un petit côté spirituel. Ok. Et quand tu perds quelqu'un, il y a un peu ce truc où tu as un besoin de te raccrocher à quelque chose. Donc, tu décides de partir en Asie, en fait, après Exactement. ce contrat. Ouais, Ouais. et je savais aussi que j'avais besoin de faire le tri dans ma tête. Mm. Clairement, voilà, et puis tout, quand tu es autour de ta famille, quand tu es avec ta famille, tu vois que tout le monde est en deuil, c'est quand même très dur. Ouais. Donc, je pense que j'avais besoin de me retrouver. Et je suis partie seule. C'était mon deuxième voyage seule. Et donc, je suis partie 8 mois. J'ai fait vraiment, tu sais, Vietnam, un peu le tour que tout le Mm. monde fait, là, Vietnam, Thaïlande, Laos. Ça a été incroyable. Là, vraiment, ce voyage m'a beaucoup marquée. Parce que j'ai senti, quoi, le côté spirituel. Pourtant, moi, je suis quelqu'un qui était pas forcément comme ça. Mais je pense, encore une fois, que tu as besoin de le vivre, de faire un peu des trucs incroyables, où genre tu sens la spiritualité autour de toi. T'es un peu dans un mood bizarre. Tu quittes le monde occidental, clairement, qui n'est pas... C'est quand même Mm. là-bas, tu vois, il y a des rituels, tu vas en Indonésie, ça sent l'encens dans la rue, enfin, clairement. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'adore cette ambiance. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui, finalement, avaient perdu aussi des gens. Ok. Ça, c'était bizarre. J'avais rencontré un groupe de personnes. Ouais, on était une personne par-ci, une personne par-là, un couple par-ci, un couple par-là. Et en fait, on s'est créé... on a été une petite bande de potes à traîner un peu ensemble. Donc ça, c'était au Cambodge. Et en fait, un soir, on commence à raconter pourquoi toi, t'es là. Et je me souviens qu'il y avait ce mec qui me dit, moi, en fait, j'ai perdu mon frère, mon jumeau, il y a 1 an, il avait 21 ans, enfin, une histoire horrible, tu vois. Où voilà, plein de personnes avaient perdu Un membre proche de leur mais femme. vraiment tout le monde. Et il y avait pas, enfin, on était quand même 5, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, c'est bizarre. Donc, hasard, je sais pas. Chacun qui part Frisson. pour faire un deuil. Ouais, on avait tous ça et c'était on a pleuré, enfin, c'était bouleversant quoi. Et ouais, j'ai vécu des choses fortes là-bas et je pense que ça m'a énormément aidée à rebondir après et à trouver ce Tu as boulot. pu faire ton deuil. Je pense que je l'avais toujours pas fait en rentrant parce que c'est très long un deuil, mais apparemment ça peut prendre jusqu'à 10 ans. Mais en tout cas, je sais que ça m'a énormément aidée et clairement je dirais même que ça m'a sauvée. Enfin, clairement, ça m'a sauvée de ma dépression à ce moment-là. Ça se voyait pas forcément que j'étais en dépression. Chez moi, ça se voit jamais vraiment. Parce que je suis plutôt une personne solaire. Et quand je suis avec des copains, je suis plutôt celle qui, voilà, fait des blagounettes. Mais c'est un peu un masque parfois. Oui. Et du coup, oui, il y avait ce côté besoin de reconnecter avec son corps que j'avais complètement lâché parce que j'avais eu ces problèmes de pied. Et d'ailleurs, je me souviens que j'avais plus trop ces problèmes de pied après. Quand t'es partie. Pendant un peu. Enfin, 5 mois après le voyage, ça allait beaucoup mieux. Donc, je savais qu'en fait, mon corps, il voulait juste me dire... Là, alerte. Ça va pas, il faut que tu partes de Bordeaux, t'es pas bien, ouais. quoi. Et du coup, lors de ce voyage je pense que c'était 8 mois, je rencontre quelqu'un dans une auberge de jeunesse qui me dit tu devrais faire Vipassana, je pense que ça pourrait te faire du bien par rapport à la perte de ton père. Et en fait, moi, je suis c'est un peu ma personnalité, c'est-à-dire que souvent, je me renseigne pas trop et je fonce.
dans des choses. Mais du coup, c'est chouette parce que c'est un peu l'aventure. Bon, voilà. Bah, tu vas nous raconter un peu ce que c'est. C'est pas simple, je vais expliquer avec mes mots. Vipassana, c'est une technique de méditation, parce qu'il y a plein, en fait, il y a plein de techniques de méditation dans le monde. C'est une technique de méditation, donc ce n'est pas du tout sectaire, voilà. Pendant 10 jours, on est enfermé dans un centre. Évidemment, on est accompagné. Il y a des profs. On a un professeur. Souvent, d'ailleurs, c'est une femme et un homme qui sont en couple à chaque fois. Et on a des assistants. On peut quand même leur parler. Si ça va pas, on n'est pas, voilà, c'est pas non plus fou. Hein. On peut partir à tout moment aussi. Moi, je suis quand même restée. Et ça fait les 10 jours. Ça fait les 10 jours, folle dingue. Et donc pendant 10 jours, tu ne peux pas parler. Chose qui, je pensais, allait être compliquée. Finalement, ça m'a fait un bien fou. Tu peux pas parler. Après, t'as toujours des regards. C'est humain de regarder les gens. Mais il faut en sorte qu'on se parle pas. Tu parles quand même le premier jour et le dernier jour. Et donc, on t'apprend à méditer 10 heures par jour avec des pauses. Tu as bien sûr à manger. Et tu n'as pas le droit de... Il y a certaines choses auxquelles tu n'as pas accès, non ? Tu peux pas de lecture. Lire, oui, tu peux pas lire, Horrible. tu peux pas écrire. Ça m'avait un tout petit peu manqué d'écrire. Et on mange végé. Et on a trop bien mangé parce que c'était du coup j'étais au Sri Lanka, donc trop bien mangé. C'était quand même puissant puisque la méditation en fait Vipassana te permet d'être juste plus zen, d'être plus dans le moment présent. C'est vraiment être à l'écoute des sensations dans ton corps. Et moi, j'ai beaucoup pleuré, mais chacun réagit différemment. Tu te remets un peu toute ta vie revient en fait dans ta tête. Toutes les scènes de ta vie. Donc moi, évidemment, j'ai eu beaucoup mon père et tout. Ça m'a énormément aidée. Puisqu'en fait on t'apprend en fait que c'est compliqué à expliquer, mais que que ton corps est fait d'eau, de petites bulles, quoi, comme ils disent, et que un jour tu vas mourir, et tu l'expérimentes un peu dans ton corps à travers ces sensations, parce que en fait tu médites quand même 10 heures par jour, et moi parfois je sentais même des vibrations au bout du 7e jour de tout mon corps. J'avais l'impression d'être juste, toutes les douleurs que j'avais, parce que t'es aussi quand même en tailleur toute la journée, tu vois. Tu peux avoir une aide pour ton dos. J'avais décidé de ne pas le prendre. Ah oui, donc tu l'as fait en mode hardcore. Moi, j'ai fait hardcore total. J'ai fait complètement hardcore total. Un petit challenge quand même que tu t'étais imposé. Ouais, gros challenge. Ouais. Et du coup, c'est vrai que quand tu sens tout ton corps vibrer, que tu sens même plus les douleurs d'être assis, parce que c'était un mal de chien au début, pendant 6 jours t'as mal, et t'apprends à les accepter. C'est vraiment une question d'acceptation, à accepter la douleur, à accepter aussi même les bonnes sensations, et juste à être ok avec ça, à te dire ok, de toute façon tout va changer, donc sois cool avec ça. Mais ça paraît facile quand je le dis, mais c'est extrêmement dur, et puis parfois t'as des douleurs très très fortes, quoi. Donc ça m'a beaucoup aidée à être plus zen, plus dans le moment, à accepter le passé, mais bon, je dirais pas que ça m'a complètement aidée 100%. Le deuil c'est long, mais ça m'a juste un petit peu plus aidée à prendre du recul sur des petites choses pas si graves dans ta vie. Je sais que ça va un peu fou de faire ça, et c'est peut-être un peu extrême, mais beaucoup de gens le font aussi pour des traumas. Moi, j'ai rencontré une Ukrainienne, par exemple, qui avait perdu toute sa famille pendant la guerre. Et tu rencontres, en fait, des gens... clairement, tu te sens bête, parce que moi, je suis arrivée, j'étais en mode, moi, c'est pas si grave. Mais en fait, si. Et en fait, chacun est comme il est. Mais c'est vrai que ça te fait redescendre un peu. Hein. Et qu'est-ce que tu venais chercher dans ce voyage ? Et à la fin de ce voyage, c'est 8 mois. Comment t'es rentrée en France ? Je pense que j'allais beaucoup mieux, j'étais beaucoup plus zen, et j'avais quand même bien progressé en anglais. Et je m'étais dit, parce que j'avais rencontré du coup mon ex-petit copain qui était anglais, donc forcément j'avais vraiment beaucoup progressé, et je m'étais dit ce serait bien que je change de carrière, mais je sais pas quoi faire, mais un truc où je peux peut-être parler un peu anglais, quoi. Et puis je me sentais, oui, évidemment mieux dans ma peau, tout court, clairement. Oui, c'était venu en fait répondre à
Je suis partie 8 mois quand même, Ouais. tu vois, c'est beaucoup, hein. Ma Ouais, c'est famille, beaucoup. j'ai pas dit, mais ma mère aussi m'avait rejoint en Inde. J'avais travaillé dans un refuge pour chiens. C'était fou, sur la plage, quoi. Et ma mère, je pense qu'elle avait pas fait de voyage comme ça depuis des années, des années, des années. Et je m'attendais pas, elle m'a dit oui. Et en fait, elle a débarqué comme ça 2 semaines après et on a fait. C'était cool parce elle avait pu payer, tu vois, des petits hôtels un peu plus Oui, chicos que moi. bah oui. Moi, j'étais en auberge, bon voilà. Voilà. Donc j'étais trop contente. Et c'était waouh, enfin incroyable de voyager avec sa mère en Inde et tout. Enfin, même si c'était que 2 semaines, ça m'a beaucoup marqué. Je suis revenue, ressourcée, trop bien. Et là, je me dis, faut que je. Enfin, tu sais, ça arrive à plein de gens quand ils partent en voyage, ils reviennent, ils changent de vie, ou alors ils reviennent pas. Oui, Bon, et ça a fait partie du changement que de partir et ils y ouais. restent, quoi. Et Ouais. du coup, hasard, encore une fois, on ne sait pas. Je vais je recherche un emploi et puis je tombe sur Tour Leader. Je me dis, c'est quoi ce truc et tout. Et là, je vois la description. Je me dis, mais c'est moi. Il y avait marqué vraiment, on cherche quelqu'un qui aime avoir son sac à dos, Ouais. qui aime voyager, qui parle bien anglais. Je pense que je parlais bien anglais. Et puis surtout, qui aime les gens. Et je me dis, ok, vas-y, je postule, go. Je me retrouve, on m'appelle, on me dit, ok, bah, tu vas passer un entretien à Lyon. Mais j'étais jamais allée à Lyon, je dors chez un copain pendant 3 jours. Je me retrouve avec plein d'autres guides, enfin des vrais guides, pas des gens qui ont comme moi un background qui a rien à voir. Ouais. Et j'étais la plus jeune, je pense, pour être honnête. Et en fait, pendant les 3 jours, je voyais les gens se faire dégager, quoi, tu vois. Et je me disais, bah moi je suis la prochaine, parce que du coup c'était très sélectif. Ok. Pendant 3 jours, tu te fais... en fait, on t'observe, on te met plein de challenges, on te demande de parler en anglais. C'est que t'es que de l'improvisation, pour être honnête. Hein. C'était, là, vous avez 1 heure, on est à Lyon, vous me trouvez un truc à faire, et nous, on joue les Américains. J'étais, ah, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je les ai amenés dans une chocolaterie, j'ai complètement improvisé. Et moi-même, j'ai découvert des choses, des aspects chez moi que je savais Que pas, tu connaissais pas, ouais. J'étais en mode, ok, en fait, si, j'arrive bien à improviser finalement. Et ça s'est trop bien passé, même si c'était quand même difficile. Et ils sont venus me voir à la fin, donc one-to-one. Bon, écoute, Angèle, évidemment, il faut que tu t'améliores encore en anglais. T'es jeune et tout, j'avais même pas 30 ans. Mais on croit en toi. Donc, on va te ils laisser t'ont ta laissé chance. la chance. Ok. Tu vois? Et donc, c'est le métier que tu fais actuellement, ce que tu nous racontais en début de podcast. C'est ça, quelques années. Évidemment, j'ai gravi les échelons, c'est-à-dire que j'ai commencé avec 2 tours. C'était rien. Et puis, bon, je faisais des petits jobs du coup à côté, parce que clairement, ça me permettait pas d'en vivre. Mmh. Et en fait, comme ça se passait bien, parce que je suis notée aussi, c'est une compagnie qui est à Boston, je travaille qu'avec des Américains. Et du coup, je suis notée par les Américains, par les voyageurs qui voyagent avec moi. Et donc, si j'ai des bonnes notes, c'est horrible, hein, mais Ouais. du coup, j'ai plus de tours l'année Ok. d'après. Ouais. C'est vraiment pas français, ça, hein, c'est complètement à l'américaine. Hein. Ouais, moi, j'aime bien, et voilà. Je suis aujourd'hui auto-entrepreneur, mais mes collègues, bon, voilà, mes boss sont super sympas, ça se passe bien. Ouais, et puis c'est ce que tu disais au début du podcast. Tu aimes J'aime ça, et mais... tu te sens plus à ta place, quoi. Oui, je me sens complètement à ma place. Je me sens encore un peu jeune parce que mes collègues sont beaucoup plus âgés, beaucoup plus d'expérience. J'ai encore un peu ce syndrome de l'imposteur. Mais j'ai quand même des bons retours. Ça m'est arrivé après des tours où ça s'est moins bien passé, peut-être parce que moi j'étais beaucoup plus fatiguée. Puis, en fait, tu dois pas montrer quand ça va pas, tu peux pas le montrer, tu vois. Faut vraiment, tu joues un rôle, quoi. Mais aujourd'hui, ça m'a ouvert des portes parce que du coup, je fais aussi des food tours dans Paris avec une autre agence. Et j'espère que ça va continuer. Mon rêve, ce serait peut-être d'être tour leader, mais du coup, je rêverais d'aller en Amérique du Sud. Je sais pas, tu vois. Ouais, à l'international avec le côté voyage un peu. Ouais, c'est ça, j'aimerais bien. Et du coup, ça répond aussi à ta question de tout début quand tu me demandais est-ce que tu te sens à ta place aujourd'hui, est-ce que tu es encore en quête. Je suis à ma place, mais je suis en quête tout le temps de m'améliorer. Mais en fait, je pense que je suis obligée d'y aller étape par étape parce que j'ai pas 20 ans d'expérience dans le tourisme, je suis pas historienne, je dois apprendre des textes, je dois faire mes propres recherches sur les villes. En fait, c'est beaucoup de travail à côté et t'es souvent pas payé.
pour tout ce travail. C'est comme être acteur, en fait, parce que quand t'es acteur, tu travailles tes textes, voilà, tu répètes à voix haute, tu fais exactement la même chose, et tu travailles seul, et t'es pas payé pour travailler ça, en fait, tu vois. T'es payé quand tu es sur le moment. Sur la prestation. Ouais. Et donc, voilà, bon, c'est challengeant, et j'ai le sentiment que c'est un boulot qui va me permettre de peut-être un jour de faire quelque chose qui n'a rien à voir, je sais pas, par exemple avoir ma propre agence ou dans le tourisme. Je pense qu'aussi c'est un métier qui craint pas pour l'avenir. Peut-être que je suis trop optimiste. Mais tu vois, à l'ère de l'IA, aujourd'hui, je me dis... Ça te fait réfléchir, ça, quand même, l'ère de l'IA. Ouais, j'y pense. Par rapport à la voix off, où je sais que, bon, potentiellement, j'aurai pas forcément beaucoup de boulot là-dedans ces prochaines années. Je me dis, on aura toujours besoin de gens, quand même. C'est quand même un métier, on a besoin du contact humain. Moi, j'ai pas envie d'avoir un robot pour me faire visiter un truc. Bon, donc non, je suis très contente d'être là aujourd'hui où je suis. On est quand même dans cet épisode un peu sur le focus du passage à la trentaine. Je voulais te demander si tu avais un peu à comparer là le passage à la vingtaine, où du coup tu étais en Australie, et donc là, ce récent passage à la trentaine, ce bilan. Et comment est-ce que toi, tu le perçois aujourd'hui? Comment est-ce que toi, tu te sens? Moi, je me sens toujours en décalage, finalement, avec mes amis, par exemple. Ok. Mais je me sens bien. Ok, mais c'est dû à quoi ce décalage? Tu veux dire par rapport à la société, ce que tes amis font, ils se sont mariés Bah, moi, j'ai des amis de partout. J'ai plein de copines, finalement, qui aujourd'hui sont mamans depuis qu'elles ont 25 ans. J'ai aussi des copines qui deviennent mamans, là, à peine, ou sont enceintes. J'ai eu pas mal. Cette semaine, j'en ai eu 2 déjà, hein, tu vois, ça va super vite. Je suis pas encore autant, j'en ai pas autant autour. Mais oui, mariage, grosse installation, achat d'appart. Ouais, c'est ça. Mais après, j'ai aussi, tu vois, là, ce week-end, j'ai des copines de Belgique qui sont venues. Et en fait, elles ont 33, 34 ans, elles sont célibes, elles sortent encore beaucoup, elles datent à fond. J'en ai 2 copines qui veulent pas d'enfants. Et d'ailleurs, je me rapproche beaucoup plus d'elles là en ce moment. Ça me fait du bien. Ouais, ça me fait du bien. Une sorte d'identification un peu. Oui, et puis tu sais, moi j'ai ma meilleure amie qui habite aussi en Bretagne, qui là m'avait dit voilà, elle est maman aujourd'hui, tout va très bien. Et puis moi je suis gaga des bébés de mes copines, j'adore ça. Je suis la tata. Mais tu vois, je me souviens qu'un jour elle m'avait dit mais moi j'ai pas voyagé seule. C'est un truc que j'aurais bien voulu faire. Oui, donc des sortes de regrets que... Ouais. Bah ouais, et en fait, je trouve que le seul souci, c'est... En fait, aujourd'hui, je me sens complètement à ma place, mais dès que je suis en contact avec les autres, c'est les autres qui me font un peu parfois sentir. Pas forcément mes potes. Mais je comprends carrément. Parce que moi aussi, quand tu vois, je rentre chez moi, tu te dis, ah ouais, là, je suis dans le lancement d'un nouveau projet avec le podcast à fond, bien loin de tout ce qui est mariage et avoir un enfant et acheter un appart. Ouais. Mais est-ce que t'es pas plus heureuse? Ouais. Non, mais c'est ça. C'est d'être sûr d'être au bon endroit. C'est ça, mais aujourd'hui même, j'ai l'impression qu'il y a un peu un turnover. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus si foot que ça d'être finalement en couple. C'est cool, mais c'est aussi beaucoup plus accepté qu'avant. Peut-être la trentaine où voilà, tu veux pas de gosse. Voilà. Moi, en fait, je me pose pas ces questions. Je sais pas. En fait, je sais pas. Je sais pas, ouais. J'en sais rien. Je sors d'une relation là qui a été compliquée et clairement, je suis en train de me reconstruire déjà de ça. Et en fait, en plus, la personne était beaucoup plus jeune que moi. Donc, je me suis dit, c'est astro, c'est parce qu'au fond de moi, je veux pas grandir. Tu vois, comment ça va? C'est parce qu'en fait, je veux pas vieillir. Et donc, du coup, finalement, j'aime bien les petits jeunes. Alors qu'en fait, non, je pense que c'est juste comme ça t'arrive, tu vois. Mais ouais, je sais pas. Finalement, ça va. Mais par exemple, j'ai les remarques de ma mère la dernière fois, là. Je l'ai calmée tout de suite. Ma mère, elle aurait voulu... on est 2. Elle aurait voulu avoir 3 enfants. Et elle me dit, ah, mais toi, je suis sûre que tu vas en avoir 3. Et elle fait ça un peu, pas tout le temps, mais de temps en temps. Ouais, une sorte de petite pression. Mais ça va, encore, elle est gentille. Hein, mes copines, elles subissent beaucoup plus par leur maman. Mais ouais, on le subit tous. Et c'est pour ça aussi, ça m'aide les bouquins. Tu vois, je lis un bouquin qui s'appelle Vieille fille. Je sais plus de qui c'est, j'avoue. Et ça parle de la société patriarcale. Ça parle du fait que c'est pas du tout finalement accepter les femmes célibataires à la trentaine, et encore, on a 30 ans, ça va. Quand j'aurai 35 ans,
si je suis encore célib, tout ça, je pense que oui, ça va être dur. Mais à la fois, c'est pour ça qu'il faut lire des trucs, il faut un peu écouter aussi peut-être des podcasts un peu féministes, juste un tout petit peu, tu vois, au moins pour se faire du bien. Ouais, se réconforter dans notre quotidien aussi. Moi, je dans me ce qu'on réconforte est. tout le temps parce que en vrai, je pense que je suis complètement normale. Mais après, faut dire que mon parcours, il est quand même un peu. Tu vois, il y a des allers-retours, il est carrément. mes copines, elles font pas ça, tu vois. Mais ça te ressemble, c'est à ton image et puis... Oui, et puis même parfois on me dit, moi je te vois pas du tout avec des enfants, je te vois avec des chiens au bout du monde. Et d'ailleurs c'est cool, j'aime bien qu'on me voit comme ça aussi, mais en vrai j'en sais rien. Demain ça se trouve je vais me poser et puis je vais me calmer, tu vois. Là déjà je me suis calmée, donc... Tu dis que tu t'es calmée, donc tu n'aurais pas la fougue, par exemple, de repartir au bout du monde, refaire un voyage. Je suis repartie du coup. Je suis repartie un peu avant mes 30 ans. Enfin, voilà, je suis repartie et j'ai refait un peu le même voyage en Asie. Mais bon, je suis partie dans je suis vraiment allée en Indonésie. Beaucoup, voilà, j'adore la plongée, donc j'ai fait de la plongée, j'ai passé mon open water, tu sais. Voilà. C'était un peu compliqué déjà parce que j'étais en rupture. Enfin, j'avais quitté mon copain et du coup, c'est vrai que je me suis un peu sentie seule pendant ce voyage et surtout, mais complètement, j'avais grandi déjà mentalement. Et aussi, j'avais plus 25, 26, bref. J'étais plus vers la trentaine. J'approchais la trentaine. Et en fait, dans les auberges de jeunesse, c'était que des jeunes qui voulaient faire la teuf. Et du coup, moi, j'étais là. Moi, j'en allais me coucher à 21h et de me réveiller tôt et d'aller faire des trucs. Et en fait, du coup, j'étais très seule. Je prenais aussi plus d'auberges de jeunesse à la fin. Je prenais carrément que des lits sympas, toute seule. Voilà, ouais, donc un peu plus en décalage de ton premier voyage, ouais. J'ai rencontré quelques personnes, mais j'avais envie d'être un peu seule aussi. Et en fait, là, j'ai senti la différence avec le premier voyage en Asie, ouais. Où je me suis dit, ok, peut-être qu'en fait, là, t'es plus dans une fuite, de t'es paumée. En fait, j'étais encore tour leader, mais c'était un passage où j'étais un peu fatiguée, je sais pas, mentalement, j'étais un peu fatiguée. Peut-être que je retombais un tout petit peu en dépression à ce moment-là. Ça se trouve, c'était l'hiver, j'avais besoin de ça. J'étais partie en plus en janvier, février, mars. Et c'était plus court, 3 mois. Et en fait, là, je m'étais mis à faire du workaway, donc prof d'anglais. Et là, il y avait du sens. Donc là, j'étais en Indonésie et j'étais avec plein de gens, des étudiants, j'étais dans une famille indonésienne. Et là, j'ai senti que ça allait mieux. Et après, je suis revenue en France. J'étais heureuse de revenir et j'étais heureuse de retourner dans mon job. Mais la première fois, tu vois, c'était vraiment plus... Je pars en Asie parce que je vais trop mal, j'ai besoin de faire mon deuil. Ouais, et je sais pas ce que je vais faire après. Et j'ai besoin juste de me paumer un petit coup et de revenir mieux. Là, j'avais l'impression que c'était juste un tout petit peu pour me reposer. Mais je savais quand même que ce qui m'attendait, c'était du boulot. Et j'étais moins paumée. Donc, c'était différent. Mais je pense quand même que j'aurais pu... finalement, ce voyage, oui, je regrette pas, il faut pas regretter. Mais je pense que j'aurais pu juste faire quelque chose en France, peut-être un autre travail, trouver autre chose, me focus plus sur la voix off. J'avais besoin... En fait, je pense que je suis une personne qui peut pas rien avoir dans la tête. J'ai toujours besoin de faire des choses, mais sans tomber dans le burn-out. Mais juste, il faut que j'ai des projets. Parce que je sais pas, toi, comment tu le vis. Mais moi, si j'ai pas de projet, un minimum de... Là, je sais que ce qui m'attend jusqu'en décembre, c'est clairement que des tours de malades mentaux. T'as besoin d'être un peu dans un tunnel, quelque chose qui te porte, quoi. Mais tout le monde, je pense, a besoin de projets. Et ma psy m'avait dit ça, d'ailleurs. Enfin, c'est important. Le vide, c'est pas forcément... En fait, le vide, dans ma tête, ça m'angoisse. Et du coup, je vais commencer à peu... penser à des trucs du passé, tu vois, faire des petites fixations sur des trucs, ressasser des trucs et tout. Et donc, je dis pas que c'est une fuite, enfin, ça allait un peu en vrai d'avoir des projets et tout, mais je pense que ça t'aide à juste te cadrer et on est tous un peu angoissés quand même dans le monde dans lequel on vit. Carrément. Si t'as pas un minimum de... Je pense que toi et moi, on est des filles
on a des passions. Mm. Je pense que toi, t'es passionnée. Et je pense que si je suis pas un minimum passionnée, je vais pas très bien, en vrai. Donc, bon, voilà, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui font des métiers pas passion, qui sont très heureux, qui sont très équilibrés. Et moi, je suis une personne, si j'ai pas un minimum de passion, je peux me réveiller la nuit, avoir une idée dans la tête et... bah, c'est mon moteur, quoi. C'est pas reposant du tout, hein, d'être moi. Franchement, parfois, mes potes me disent... Comment tu fais? Ouais. Surtout que je bouge tout le temps. Là, je me suis un peu posée à Paris et tout, mais c'est vrai qu'avant, je bougeais tout le temps. J'avais pas un logement fixe et tout, c'était le bordel. Mais je pense que là, à 30 ans, j'allais dire 29, non, j'ai 30 ans. Le déni. Le déni, ouais. 30 ans. J'ai 30 ans là, en octobre. Là, ça y est, j'ai envie de me poser un peu quand même. Après, bon, on verra bien. Donc là, on est au passage d'une dizaine. Comment est-ce que tu vois le passage tu vois, les 10 prochaines années? Est-ce que tu as un peu un idéal? Tu dis, là, je vais me poser. Ouais, je pense que je vais me poser, mais je pense que je vais quand même... Je pense que le truc, c'était que les gens autour de moi le disent. On sait jamais avec toi. Mais vraiment, hein, vraiment, je suis catégorisée comme ça. C'est Angèle, on sait jamais. C'est-à-dire que, je vais te raconter une anecdote. Le week-end dernier, j'invite mes super copines à goûter trentenaire de 16h à 20h, tu vois. Tu connais. C'est les meilleurs moments. On se fait vraiment un petit goûter et tout. Et là, je les regarde, je vais leur faire une blague. Et je leur dis, bon les filles, moi j'arrête. Moi, je vais me trouver un job là. Je suis en train de chercher un job dans un je sais pas, agence de voyage, derrière un bureau. J'ai envie vraiment de me poser, les filles, là. Je crois que j'ai envie d'acheter et tout. Et elles se sont mis à avoir un fou rire. Et c'était tellement marrant. J'ai dit, mais non, mais je suis sérieuse et tout. J'ai dit, bon, ok, je suis pas sérieuse. Donc, Ouais, en fait, elles te connaissent bien. elles me connaissent par Ouais. cœur. Elles me disent, mais Angèle, demain, tu trouves un job derrière un bureau, mais juste un job pas du tout stimulant, un job... Il y a plein de gens qui aiment ça. Et je trouve ça génial aussi d'un job qui, finalement, pas passion. Peut-être qu'un jour, je reviendrai Oui. là-dedans, parce que je serais peut-être fatiguée. Et mes copines me disaient, mais en fait, mais c'est pas, tu serais tellement malheureuse. Tu serais tellement malheureuse. Donc non, je pense que je me vois comme une personne qui va continuer à avoir plein de jobs. J'ai eu d'ailleurs une dame qui m'a appelée pour faire un truc qui a rien à voir dans le personal branding. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'ai dit non, que j'avais un job et tout, mais elle m'a trouvé comme ça. J'ai dit, mais moi, je suis tour leader, quel rapport? Je vais pas revenir dans le monde de l'audiovisuel, travailler sur les réseaux sociaux. Elle me dit, mais justement, t'es polyvalente, t'as fait plein de trucs. Et ouais, ça m'a rassurée. On est pratiquement devenues copines parce que j'ai refusé le job, mais j'ai dit, par contre, ça me rassure, ça veut dire que je peux rebondir. Oui. Tu vois? Mm. Et je pense que je suis capable aujourd'hui de faire un job qui n'a rien à voir, puisque ce métier m'aide déjà à être très polyvalente. Couteau suisse, quoi. Je parle Tu sais. anglais. Ouais. En vrai, je pense que je sais gérer les situations compliquées. Tu t'adaptes, ouais. Je me suis réadaptée, mais ça, c'est... Voilà. Donc oui, j'ai un bon profil. Après, je peux pas accepter tout, hein, attention. Ouais. Mais ce métier va m'aider et m'aide déjà à rebondir. Mais si on va sur un peu ton utopique, là vraiment, tu t'as fait un bilan un peu des 10 dernières années, ton idéal. T'en as peut-être pas, hein. Peut-être du coup tu ne sais pas et c'est une réponse. Mon idéal, ce serait je rêve de vivre à l'étranger, mais depuis toujours, mais vraiment vivre, parce que là, je suis partie, je suis revenue. Oui, c'est pas la même expérience. Oui, j'aimerais vraiment avoir une expérience, au moins l'année prochaine ou dans 2 ans, je sais pas, et continuer aussi la voix off, prendre mon micro, Ouais. mon studio avec moi, et puis continuer ça à côté. Mais mon rêve, ce serait ou je ne sais pas où, Nouvelle-Zélande, partout, je sais pas, juste pas forcément créer ma boîte, tout ça, je suis un peu ça me fatigue Ok. de créer encore mes propres... J'ai déjà la voix off, que j'ai créé toute mon entreprise et tout. C'est du boulot. Non, je crois que là, j'ai vraiment envie d'être accompagnée et d'être tour leader français ou anglais loin. Voilà, pourquoi pas des trucs un peu insolites et tout, ça me plairait trop. Je sais que c'est possible, mais il faut juste que je travaille encore et que j'ai un CV en béton. Et pour être honnête, je te jure, mon CV, il est bien, mais pas assez. Il faut qu'il...
il faut vraiment, pour être pris dans des grands groupes comme ça, dans des grands groupes de touristes, voilà, en Amérique du Sud, il faut vraiment que j'ai fait plus de tours. 4 ans, je suis un bébé, hein. Je suis un bébé, Ouais. je suis un bébé guide encore. Bébé, Oui, t'es un bébé guide, mais bon, t'as quand même un peu de... pas assez, soi-disant. Ouais. Mais mes collègues m'ont dit, mes collègues me disent ça va venir, mais faut que tu sois patiente. Et sur l'intime, sur le côté perso, Ouais. du coup, Où est-ce que je me vois ? C'est ouais, vraiment le seul truc où j'en sais rien. tu sais pas. C'est très dur pour moi. J'ai Est-ce pas que du tu tout... subis un peu la pression sociale de... donc, tu parlais de ta maman, mais qui parfois fait quelques petites projections. Mais est-ce que y a des choses que toi, voilà, qui te tiennent à cœur dans ton quotidien, dans ton équilibre ? Tu nous en as déjà pas mal parlé, hein. Voilà, être sur 2 choses en même temps, toujours quelque chose qui te fait vibrer. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé du pro et perso, donc plus par rapport à où est-ce que je me vois, par exemple dans une maison, dans un appartement. Ouais, est-ce que tu as envie de t'installer quelque part ? Ou alors, Parce que tu parles de te désinstaller de nouveau, enfin de redéménager. je suis un petit peu incohérente parfois parce que parfois j'ai envie de rester, je sens que ma raison a envie de rester en France parce que, tu sais, moi j'ai encore mes 2 grands-parents. À 30 ans, c'est rare quand même d'avoir ces grands-parents qui sont en couple, qui vivent pas très loin. Je suis très proche de ma maman, mes frères et sœurs, mes amis. J'ai des amis que je considère comme mes sœurs, clairement. Et donc, du coup, ma raison me dit, oh, reste quand même, t'as une belle vie ici, mais mon cœur est souvent comme s'il y avait d'autres choses ailleurs. Et puis, moi, j'ai toujours eu le sentiment que je n'étais pas faite pour être avec un Français, par exemple, ou tu vois, je suis sortie avec des gens de différentes nationalités. J'ai souvent le sentiment que... mais peut-être je me trompe complètement. Et peut-être t'es bien aussi seule. Enfin, pour le moment, ce qui t'attend, c'est une expérience un peu plus... solo, j'en sais rien, mais... Oui, mais je pense que j'adore être seule, je suis très bien seule, mais je pense quand même parfois, j'ai envie quand même de vivre ça. C'est compliqué de trouver quelqu'un qui partage exactement ce que je vis, ça existe, et je l'ai trouvé dans le passé, plus aujourd'hui du coup, mais c'est quand même pas facile non plus, il faut quand même quelqu'un qui soit pas trop... tu vois, s'il veut acheter un appartement à Paris, être dans une espèce de routine, ce pas sera trop posé, pas ça ira moi. pas, ce sera pas compatible. Ouais. Non, ou alors il devra accepter que je pars tout le temps. Et mais en vrai, c'est possible. Je propose qu'on finisse sur ce bel échange. Merci à toi, Angèle, pour ta transparence et ton ouverture. Merci Désirée, c'était trop trop chouette. Dans cet échange avec Angèle, j'ai retrouvé beaucoup de points communs avec mon propre parcours. Et je dois dire que ça m'a profondément rassurée. Parce qu'au fond, on partage les mêmes réalités et les mêmes doutes. Être une femme à 30 ans, ne pas être posée au sens où la société l'entend, continuer à explorer, continuer à chercher ce qui nous fait vibrer quotidiennement. Ce qui m'a particulièrement marquée, c'est lorsqu'Angèle explique qu'elle vit plutôt bien son passage à la trentaine, et que ce sont finalement les autres qui viennent lui rappeler ce qu'elle devrait avoir construit à son âge. Et ça, c'est le concept de l'horloge sociale, théorisé dans les années 60 par Bernice Neugarten. L'idée, c'est qu'il existe une sorte de calendrier invisible qui est censé nous dire à quel âge on devrait se mettre en couple, avoir des enfants, commencer sa carrière. Comme s'il existait un bon moment universel pour chaque étape de notre vie. La vraie question que je me pose après cet épisode, comment continuer à suivre ses envies, à explorer, à construire une vie qui nous ressemble, lorsqu'à 30 ans, tout semble nous pousser à cocher des cases. Sur Enquête, justement, on apprend à suivre notre propre timing et non pas celui des autres. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner. À très vite sur Enquête.